So, I was very up there. I was really up, and then I've had to. Ici, sur Icônes et Silences, les mythes se fissurent enfin pour révéler la vérité, celle qui se dissimule depuis toujours dans l'ombre des projecteurs. Ce soir, nous explorons l'existence d'une figure que le monde croit connaître intimement, mais dont les chapitres les plus secrets de son histoire demeuraient inviolés jusqu'à maintenant, au cœur de la douce quiétude de la vallée de la Loire, en France, s'élève le château de qui Fourchette, une véritable citadelle de pierre et de quiétude, bien à l'abri du fracas des stades en délire. C'est dans ce havre que s'est retiré un homme que la planète entière continue de révérer tel un dieu vivant Mick Jagger. Âgé de 82 ans, l'homme que l'on pensait immortel a finalement choisi de laisser tomber son armure. Éloigné de la lueur aveuglante de la scène et de l'hystérie des multitudes, le monument du rock se retrouve simplement homme, seul face à ses souvenirs, déambulant dans les allées de sa résidence française, écrasé par le poids impalpable d'un isolement profond. Pour la toute première fois, Mick Jagger rompt son mutisme, non pour déclencher une énième controverse, mais pour confesser une vérité qui le tourmente sans relâche, depuis la disparition de son frère de scène. Il a décidé de s'ouvrir au sujet de celui qui, en partant, a arraché un morceau de son être, l'inoubliable Charlie Watts. Comment une personne qui détient la richesse, la renommée et l'adoration de millions d'admirateurs peut-elle éprouver un sentiment de solitude si abyssal au sein même de son propre empire? Quel est donc ce tribut terrifiant qu'il faut acquitter quand on a le malheur de survivre à tous ses partenaires d'aventure? Car sous le blouson de cuir et la vitalité débordante, Mick Jagger dissimule des plaies que les années ne parviennent pas à cicatriser. Il a résolu de mettre des mots sur ses tourments, de décrire le gouffre béant laissé par ce rythme qui s'est éteint pour l'éternité, et de dévoiler comment l'industrie musicale a cherché à réduire leur complicité sacrée à une banale marchandise. Ce soir, sur Icônes et Silences, nous allons entendre la confidence poignante d'un rescapé qui n'aspire plus au statut d'idole, mais simplement à celui d'un homme pleurant la perte de son ami. Mais afin de saisir toute l'ampleur de sa fracture intérieure actuelle, il est essentiel de remonter aux origines de leur histoire commune. Voyageons dans le passé, à une période où leur unique richesse était leur rêve, et une ambition dévorante de s'emparer du monde entier. C'était le temps d'un Londres, qui oscillait encore entre la morosité de l'après-guerre et les teintes acidulées d'une révolution sur le point d'éclater, au milieu de cette effervescence créatrice. Mick Jagger et ses acolytes n'étaient initialement que des jeunes gens faméliques, agglutinés dans un logement sordide d'Edith Grove. Ils survivaient au milieu de la saleté, se nourrissant de quelques pommes de terre dérobées et fantasmant sur le blues d'outre-Atlantique. Ils détenaient cependant quelque chose d'inestimable que l'argent ne saurait offrir, une fureur intacte et une puissance sauvage, prêtes à tout emporter. Et tout a basculé lorsque le titre « I Can't Get No Satisfaction » a déferlé sur les ondes en 1965. Bien plus qu'un simple succès commercial, ce fut une véritable secousse sismique culturelle. Ce riff de guitare saturé et le timbre nonchalant de Mick Jagger devinrent instantanément l'étendard sonore de toute une génération qui rejetait l'existence bien ordonnée de ses aînés, d'un instant à l'autre. Ils passèrent du statut de musicien de pub à celui de divinité moderne. Alors que les Beatles fredonnaient l'amour en prenant la main des jeunes filles sages, les Rolling Stones, à l'inverse, personnifiaient le péril, la sensualité et la contestation, avec des morceaux comme Painted Black qui immergeaient l'auditoire dans une obscurité captivante, ou Sympathy for the Devil qui jouait avec l'occulte. Mick Jagger s'est alors érigé en grand prêtre de cette cérémonie électrique monumentale, sur les planches. Il se révélait être une véritable force naturelle, un dandy subversif dont les ondulations reptiliennes captivaient les multitudes. Dorset, Paris jusqu'à New York, la France, tout spécialement, s'était prise de ce rebelle raffiné qui maîtrisait la langue de Molière et symbolisait une forme de liberté aussi totale que sulfureuse. Chacun de leurs concerts tournait à l'émeute, devenant une communion païenne où la transpiration et les hurlements fusionnaient en une transe partagée. Pourtant, au centre de ce tourbillon sonore, existait un point d'ancrage inébranlable.
Si Mick incarnait le mouvement incessant, Charlie Watts en était le roc imperturbable. Tel était le grand secret de leur synergie unique. Tandis que Jagger parcourait des kilomètres, sur scène, captant chaque regard et monopolisant les projecteurs, Charlie demeurait en retrait, stoïque derrière ses fûts. Lui n'aspirait pas à la célébrité. Il était en quête du rythme ultime. Ce swing teinté de jazz qui conférait aux Stones leur signature sonore si particulière. En ces temps-là, ils se croyaient tout simplement invulnérables. Ils se déplaçaient en jet privé, dégustaient les crus les plus prestigieux et s'imaginaient avec une certaine naïveté que le monde était à leurs pieds pour l'éternité. Ils étaient les souverains de leur univers, et aucune ombre ne paraissait capable d'entraver leur fulgurante ascension. Les revenus affluaient, les unes des magazines s'enchaînaient, et l'adoration des foules opérait sur eux comme une drogue enivrante à laquelle ils ne pouvaient plus renoncer. Ils avaient absolument tout conquis, sans se douter qu'ils avancèrent déjà au bord du gouffre, car à l'abri des regards, dans les coulisses de cette gloire éblouissante, des accords étaient conclus, des poignées de main échangées, et un étau commençait à se resserrer insidieusement autour d'eux. Ils étaient bien trop absorbés par leur statut de mythe vivant pour remarquer que les prédateurs avaient déjà pénétré dans la bergerie, dans l'univers du rock, tandis que le public percevait Mick Jagger comme une icône inaccessible baignant dans le faste. La réalité qui se tramait en coulisses s'avérait bien plus sombre et cruelle. C'était une période marquée par l'opportunisme des requins et des accords paraffés précipitamment dans l'atmosphère enfumée des chambres d'hôtel. Le prédateur le plus redoutable de cette jungle arborait une apparence respectable en costume-cravate. Son nom Allen Klein. Il s'est présenté en messie, jurant de remettre de l'ordre dans la gestion financière désastreuse de la formation. Pourtant, il a méticuleusement organisé ce qui restera comme le hold-up magistral du XXe siècle dans les annales du rock. Mick Jagger, cet étudiant exceptionnel qui avait tourné le dos à une carrière en économie pour se consacrer à la musique, a commis l'irréparable en accordant une confiance absolue, par une simple signature, dissimulée derrière un charabia légal des plus complexes. Les Rolling Stones se sont vus dépossédés du contrôle total sur leurs propres œuvres. Représentez-vous la souffrance latente d'interpréter « I Can Get No Satisfaction » ou « Paint It Black » soir après soir, sur toutes les scènes du monde, durant un demi-siècle. Sachant pertinemment que les redevances de ces hymnes, nés de vos entrailles, enrichissent un autre que vous. Cela transcendait largement la simple question pécuniaire. Il s'agissait d'une spoliation de leur âme. On les a privés de leur expression, de leur fougue juvénile et du patrimoine issu de leurs années les plus fertiles sur le plan créatif. Cette félonie a marqué Mick d'une empreinte ineffaçable. Il a alors saisi, avec une violence inouïe que dans ce milieu, l'artiste est considéré comme une simple marchandise, une ressource à exploiter jusqu'à la dernière goutte avant de le jeter sans ménagement. Afin de ne pas sombrer, il fut contraint de sacrifier une part de sa naïveté. Il a dû opérer une métamorphose. Le poète insoumis a dû se muer en un homme d'affaires implacable, blindant son cœur afin de ne plus jamais se retrouver en position de victime. Cependant, le tribut à payer ne s'arrêtait pas là. L'engrenage des Rolling Stones s'était transformé en une créature monstrueuse et vorace, qui réclamait sans cesse davantage de tournées, davantage d'albums et davantage de scandales pour alimenter les colonnes de la presse à potins. Toute vie privée avait disparu. Tout instant de répit était aboli. Le groupe était devenu captif de sa propre légende, confiné dans une cage dorée où la réalité n'avait plus aucune prise. La pression environnante était si intense qu'elle risquait de les faire imploser les uns après les autres. Brian Jones, l'initiateur de la formation, avait déjà sombré, emporté par ses propres démons, laissé sur le bord de la route par un navire qui voguait bien trop rapidement pour lui, et au cœur de cette spirale infernale. Même l'imperturbable Charlie Watts commençait à montrer des signes de faiblesse sous le fardeau de cette existence nomade. Mick observait ses compagnons s'enfoncer dans la dépendance afin de tenter d'échapper à la démence ambiante. Mais lui se devait de tenir bon. Il était contraint d'arborer le masque du meneur inébranlable, celui qui ne cède jamais, y compris lorsque tout s'écroule autour de lui,
Ils se percevaient comme le garant de la pérennité de cette entité, monstrueuse qu'ils avaient eux-mêmes engendrée, cependant, en fuyant sans cesse ses propres fantômes et ses créanciers moraux. Mick Jagger ne réalisait pas qu'il s'enfermait progressivement dans la solitude. Il érigeait des remparts tout autour de lui pour se prémunir contre les trahisons. Mais ces mêmes fortifications l'emprisonnaient dans une tour d'ivoire d'une froideur polaire. Il croyait avoir enduré le pire en perdant la propriété de ses chansons. Toutefois, le destin s'apprêtait à lui infliger une épreuve d'une nature bien plus personnelle, une tragédie discrète qui allait le frapper là où nulle carapace ne pouvait le défendre. Au plus profond de ceux qui constituaient son humanité résiduelle. L'instant qui a véritablement bouleversé l'existence de Mick Jagger n'est pas survenu sous les rampes de la scène, ni au cœur d'un scandale médiatique tonitruant. Il s'est produit au cours d'une journée estivale, en apparence tout à fait banale, en août 2021. L'annonce a eu l'effet d'une lame de fond, rompant brutalement le cours d'une épopée qui se déroulait depuis près de 60 ans. Charlie Watts, le métronome imperturbable des Rolling Stones. Celui qui avait insufflé le tempo à l'existence même de Mick, venait de disparaître, pour la planète entière. Il s'agissait de la disparition d'un mythe du rock, pourtant. Pour Mick Jagger, cela représentait l'implosion de son univers personnel. Brusquement, cet homme qui avait constamment un temps d'avance sur les événements s'est retrouvé pétrifié, immobilisé par un vide qu'il était impossible de remplir. Cela allait bien au-delà d'un simple décès. C'était une véritable amputation. Durant des décennies, Mick avait su faire face aux critiques acerbes, aux batailles juridiques, aux ruptures sentimentales et aux caprices des modes, car il avait la certitude qu'en se retournant sur scène, il croiserait invariablement le regard, impassible de Charlie, installé derrière sa batterie. Charlie représentait son point d'ancrage, son compas éthique. L'ami qui ne l'avait jamais condamné, mais qui, en même temps, l'avait toujours empêché de dériver complètement. En son absence, Mick s'est perçu, pour la toute première fois de son existence, comme un être terriblement mortel. Le monde des médias et l'industrie musicale se sont alors posé la question. Aussi cruelle qu'incontournable. Était-ce la fin? Comment l'immense machine pourrait-elle avancer sans son moteur principal? Mick a donc dû affronter une crise existentielle d'une ampleur considérable. Il se retrouvait isolé, face au reflet éclaté de sa propre vie. Se interrogeant sur sa légitimité, et même sur sa force, a continué d'entonner les hymnes de sa jeunesse, tandis que la mort venait de frapper si brutalement à sa porte. Il a trouvé refuge dans le mutisme, un silence pesant et étouffant qui offrait un contraste saisissant avec l'agitation de son existence médiatique. Les souvenirs de leur jeunesse défilaient en boucle dans son esprit. Les éclats de rire dans l'intimité des bus de tournée, ses regards complices échangés en coulisses après une performance mémorable. Et surtout, cette admiration réciproque qui avait résisté à toutes les tempêtes, ce qui rendait sa peine si déchirante. C'était le fait que Mick n'ait pas eu l'occasion de lui faire ses adieux comme il l'aurait souhaité. Il se retrouvait seul avec des phrases inachevées, une reconnaissance qu'il craignait de ne pas avoir suffisamment manifestée. L'industrie musicale, toujours prompte à réagir, guettait une annonce officielle, un communiqué de presse distant et maîtrisé, mais Mick se trouvait totalement incapable d'endosser ce costume. L'homme était anéanti. C'est au fond de cet abîme de chagrin qu'il prit conscience que la notoriété n'est un bouclier contre aucune épreuve, bien au contraire. Elle expose le deuil à la vue de tous, le rendant ainsi infiniment plus lourd à supporter. Cependant, à un moment où chacun s'attendait à le voir se retirer de la scène pour s'effacer dans la quiétude de son manoir, Mick a fait un choix qui allait stupéfier la planète entière. Plutôt que de s'enfermer dans un silence définitif, il a choisi de métamorphoser ce mutisme funèbre en un ultime cri d'existence. L'instant de la révélation n'est pas survenu lors d'une entrevue télévisée soigneusement préparée, mais bien à l'endroit où Mick Jagger s'est toujours senti le plus vibrant sur scène, face à un océan de visages. Ce fut lors de la représentation inaugurale de leur nouvelle tournée, celle que tous appréhendaient, la tournée de l'après. Les projecteurs ont baissé d'intensité, plongeant le stade immense dans une ambiance quasi sacrée. En temps normal,
Mick aurait saisi cette occasion pour galvaniser la foule, pour bondir et hurler, mais cette nuit-là, il a marché posément jusqu'au micro, ses mains fébriles s'agrippant aux pieds en métal comme si c'était là sa seule bouée de sauvetage. Son regard s'est porté sur l'espace inoccupé derrière la batterie. Ce lieu saint maintenant, investi par un autre musicien, et c'est là qu'il a fendu son armure. À 82 ans, la légende vivante a fait tomber le masque, dévoilant le vrai visage d'un homme endeuillé, avec une voix cassée par l'émotion, à des lieux de ses rugissements coutumiers. Il a articulé des paroles qui ont résonné avec bien plus de puissance que le moindre accord de guitare. Il a confessé à la face du monde que l'énorme machine Rolling Stones, ce géant commercial que des managers avides et des producteurs désabusés avaient essayé de maîtriser durant des décennies, ne tenait en réalité qu'à un lien immatériel, celui de l'affection fraternelle. Il a ainsi dénoncé, de manière voilée, ce système implacable qui exigeait qu'il continue pour amasser des profits. Un système qui les considérait comme de simples valeurs boursières plutôt que comme des individus. Mick a alors affirmé que sa présence sur scène ce soir-là n'était motivée ni par la quête de gloire, ni par l'appât du gain de ses contrats qu'il avait toujours tenus en piètre estime, mais bien pour rendre hommage à la mémoire de Charlie. Il a ensuite partagé comment Charlie Watts avait été l'unique membre à conserver son sang-froid, alors que tous les autres sombraient dans la démesure. Le seul qui avait eu le courage de s'opposer à lui, quand l'univers entier lui donnait raison, le public, habituellement si tapageur, suspendait sa respiration. Contempler ce symbole de virilité et d'insoumission, fondre en larmes devant ses yeux, constituait une véritable secousse tellurique. Mick a poursuivi en expliquant que chaque morceau interprété à partir de maintenant ne serait plus une simple performance, mais un véritable dialogue avec son ami défunt. Il a ainsi métamorphosé le concert en une poignante cérémonie d'adieu collective, refusant que l'industrie musicale puisse aseptiser cet instant si personnel. En consacrant la soirée à Charlie, il se réappropriait leur histoire. Il signifiait à tous ceux qui avaient tenté de les instrumentaliser, à tous ceux qui les avaient spoliés de leurs droits d'auteur par le passé, qu'ils avaient finalement perdu la partie. Ils pouvaient bien s'emparer des chansons, mais jamais ils ne pourraient dérober l'âme véritable du groupe. Cette nuit-là, Mick Jagger n'était plus une icône inaccessible. Il était devenu un survivant, à la fois magnifique et fragile, qui tirait sa nouvelle force non plus de son ego, mais de sa loyauté profonde. Et au moment où les premières notes des titres suivants ont résonné, ce n'était plus simplement du rock'n'roll qui s'élevait. C'était un hymne triomphant face à la mort et à l'oubli, loin des projecteurs aveuglants et du vacarme des décibels. Le récit de Mick Jagger nous livre une leçon bouleversante sur la nature humaine et la précarité de nos destins. Nous sommes souvent enclins à dépersonnaliser nos idoles, à les immortaliser dans une jeunesse sans fin afin de conjurer notre propre angoisse du vieillissement. L'industrie du spectacle a érigé des empires entiers sur ces chimères, considérant fréquemment les artistes comme de simples produits de consommation que l'on écarte à la moindre fissure. Cependant, en fendant ainsi son armure, Mick Jagger nous remémore une vérité fondamentale que ni la fortune ni la célébrité ne sauraient corrompre. Au terme du parcours, ce qui a une réelle importance, ce n'est pas la quantité de disques d'or qui ornent les murs, ni même la dimension des stades combles. Ce qui demeure, ce sont les connexions immatérielles que nous avons créées et les mains que nous avons tenues dans les moments difficiles. Le monde du spectacle aurait-il donc omis que derrière chaque mythe se dissimule un cœur qui palpite et qui peut, lui aussi, se briser? Sommes-nous enfin disposés à admettre que nos héros partagent la même vulnérabilité que nous, une fois les projecteurs éteints? La véritable bravoure de Mick Jagger ne réside désormais plus dans le fait de continuer, d'entonner satisfaction à 82 ans, avec une vitalité défiant la nature, mais bien dans son audace à dévoiler sa fragilité et les marques du temps face à des millions de spectateurs. Par ce geste, il se fait le porte-parole de tous ces créateurs broyés par l'industrie, de ces talents qui furent spoliés puis laissés pour compte, ainsi que de ceux qui supportent en solitaire le fardeau insupportable du passé, que ce soit depuis son havre de paix, le château de Fourchette, ou sous les lumières incandescentes de la Seine. Mick Jagger n'aspire plus à affirmer son statut de plus immense rocker de l'histoire. Sa seule et unique quête
est de préserver l'étincelle d'une complicité qui a façonné son existence entière. Cet aveu est une exhortation silencieuse qui s'adresse à chacun de nous. Ne patientons pas jusqu'au baisser de rideau final pour enfin percevoir et célébrer l'humanité qui se cache derrière la légende. Car il nous l'a prouvé avec force. Même les rocs les plus nomades finissent par éprouver la nécessité de marquer un temps d'arrêt pour honorer la mémoire de leurs disparus. C'est sans doute ici que se trouve son triomphe suprême et son legs le plus inestimable, avoir tout traversé, tout enduré, sans jamais avoir renoncé à sa faculté fondamentale d'aimer